Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 6 janvier 2026. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les raisons de l'absence des députés à la session ordinaire doivent d'abord être connues avant que le président de l'Assemblée nationale ne prenne une décision de destitution, a déclaré aujourd'hui le président de l'opposition Milavonzi Philobert. Il affirme que ces députés craignent pour leur vie face aux différentes formes d'harcèlement et de menaces exercées par le régime actuel à l'encontre des partisans du président Andry Rajoelina, ce qui explique leur non-participation aux réunions. Selon lui, le président de l'Assemblée nationale devrait d'abord procéder à un rappel à l'ordre avant d'engager une telle décision. Reportage. Les députés concernés ont des raisons valables pour ne pas avoir assisté à la session ordinaire de l'Assemblée nationale et celles-ci doivent être examinées par le président de l'Assemblée nationale avant toute décision de destitution, a affirmé aujourd'hui le président de l'opposition au sein de cette institution. Il s'agit d'un droit fondamental pour ces députés de protéger leur vie face aux diverses formes d'harcèlement et de menaces qui pèsent sur tous les partisans du président Andry Rajoelina depuis les mouvements populaires jusqu'à aujourd'hui. Craignant pour leur sécurité, ils s'abstiennent de participer aux réunions. D'autres, en revanche, sont malades et se trouvent à l'étranger. Le président de l'Assemblée nationale devrait d'abord procéder à un rappel à l'ordre avant d'envisager une telle décision, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Il estime également que les faits constituent désormais des preuves flagrantes de la persécution et des intimidations menées par le régime dit de la refondation à l'encontre des partisans du président Andry Rajoelina. Le vice-président de l'Assemblée nationale cite en exemple le cas de la députée Marie-Michèle Saoundjar-Malal, actuellement toujours soumise à une audition par la police économique à Anossi. Si le président de l'Assemblée nationale persiste sur sa décision, l'IRMA entamera des recours au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, souligne Milavonzi Philobert, puisque cette destitution vise surtout les fervents défenseurs d'Andry Rajoelina et hauts responsables du parti TGV. Dans la foulée, le député Milavonzi Philobert renouvelle une fois de plus son appel en faveur de l'arrêt immédiat des actes de harcèlement visant spécifiquement les partisans du président Andry Rajoelina. Et jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas où se trouve le député de Swavnanjin, Romeo Ramananthan, condamné pour trafic de tortues. Le ministère de la Justice a pourtant déclaré que des mesures devront être prises à l'encontre des détenus libérés alors qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques. Or, le député Romeo Ramananthan, qui est sorti de prison et s'est même rendu au palais présidentiel d'Yavlu après les troubles survenus dans le pays, reste introuvable à ce jour. Depuis lors, nul ne sait où il se trouve réellement. À l'heure actuelle, le district de Swavnanjin se trouve sans représentant, faute de députés en exercice. Reportage de Radwan Manazatouf. Pour rappel, le 24 décembre 2024, le député Romeo Ramananthan, élu dans le district de Swavnanjin, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à exporter illégalement des tortues avec ses complices. Au mois d'avril 2025, il a été incarcéré à la prison de Tiefa. La décision de justice prononcée à son encontre faisait état d'une peine de 10 ans d'emprisonnement assortie d'une amende pour cette tentative de trafic illicite de richesses naturelles. Il est donc clair que son incarcération n'avait aucun lien avec des motifs politiques. Cependant, de nombreuses personnes ont été surprises après les événements survenus dans le pays. Ce député est sorti de prison et a été aperçu au palais présidentiel d'Yavlu en compagnie d'autres députés. Le 21 octobre, Transparency International a publié un communiqué exprimant ses craintes et ses inquiétudes concernant la libération de personnes qui ne sont pourtant pas des prisonniers politiques. Le cas du député Romeo Ramananthan faisait partie des points soulignés par Transparency International. Une organisation de journalistes spécialisée dans la protection de l'environnement a également publié une déclaration à ce sujet. Par la suite, le ministère de la Justice a indiqué que des mesures seraient prises à l'encontre des détenus libérés qui ne sont pas des prisonniers politiques. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on ignore toujours où se trouve exactement le député Romeo Ramananthan. Face à cette situation jugée préoccupante, le collectif Jeunes Aditas a publié un communiqué. Celui-ci évoque l'existence d'une dissimulation et d'une rétention de la vérité, ce qui les amène à s'interroger sur le respect réel de la justice par les autorités. Le pouvoir respecte-t-il véritablement l'état de droit ou choisit-il plutôt qui doit être écouté, protégé ou faire l'objet de mesures rapides et immédiates ? Le même communiqué affirme également sur la base de certaines sources que Romeo Ramananthan envisagerait de quitter Madagascar. Son passeport serait prêt, tous les documents nécessaires seraient déjà en règle et fait regrettablement, selon cette déclaration, des personnalités haut placées seraient impliquées dans l'organisation de cette fuite. Les auteurs de la déclaration réclament la vérité, la transparence, l'égalité devant la loi pour tous et l'absence d'impunité. Le district de Swavnanjin, quant à lui, se trouve totalement orphelin.
Depuis longtemps, la population n'a plus de représentants pour la défendre. Aucune voix ne se fait entendre à l'Assemblée nationale. Toujours dans cette page politique, Souali Moussa, ancien chargé de mission au sein de la présidence de la République et partisan du président Anjradzuel, a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de l'enquête menée à son encontre. Pour rappel, les charges retenues contre lui sont l'atteinte à la souveraineté nationale, la perturbation à l'ordre public et l'incitation à la haine, selon les déclarations de son avocat. D'après les mêmes sources, il est indiqué que Souali Moussa a déjà rejoint sa famille tout en restant toutefois placé sous contrôle judiciaire. Et dans les actualités de ce jour également, page santé, selon le rapport officiel publié hier, 76 cas suspects de Mpox ont été recensés à Madagascar. Le même rapport fait état de 6 cas confirmés de Mpox. Ces chiffres proviennent de cette région du pays d'après les données officielles. Les détails avec Radroman Zatouf. Au cours de la semaine écoulée, 76 cas suspects de la variole du singe ou Mpox ont été enregistrés selon le rapport officiel. En revanche, 6 cas ont été confirmés positifs au Mpox, 5 cas ont été détectés à Madzang et un autre cas à Antsirabe. Jusqu'à hier, cette région sur les 23 que compte le pays ont signalé des cas dans le cadre de la surveillance de cette épidémie, à savoir Analamang, Buin, Antimondjefan, Diana, Itas et Vakna Karaj. Selon le rapport, des barrières sanitaires ont déjà été mises en place pour contrôler les entrées et sorties dans certaines régions, notamment Analamang et Buin. 11 personnes ont perdu la vie dans la région d'Analamang à la suite des fortes pluies enregistrées depuis le 24 novembre 2025 jusqu'à ce jour, selon le rapport publié ce matin par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Parmi les victimes, 4 ont été foudroyées à Nzouzourbe, tandis que les 7 autres à Antananarivo-Ntsimdjan dans la capitale ont péri lorsque leurs habitations se sont écroulées. Selon toujours ce rapport, la région d'Analamang est la seule à avoir enregistré d'importants dégâts causés par ces fortes pluies. Reportage. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, a publié ce matin le premier rapport concernant les fortes pluies persistantes qui se sont abattues sur le pays depuis le 24 novembre dernier jusqu'à aujourd'hui. D'après ce rapport, la région d'Analamang est la seule à avoir subi des dégâts majeurs dus à ces pluies abondantes, ayant entraîné des pertes en vie humaine ainsi que des dommages importants aux infrastructures. Voici les détails du rapport publié par le BNGRC ce matin à 7h50. La région d'Analamang est touchée dans 8 districts et 10 communes. 11 décès, 4 à Nzouzourbe par la foudre, 1 à Bemasoan-Jitos, 4 à Swavn et 2 personnes dans la ville d'Antananarivo, tous dus à l'effondrement d'habitations. Aucune personne disparue, mais 6 blessés ont été recensés, 4 à Antananarivo-Rinvooj et 2 personnes à Antananarivo-Ntsimdjan. 274 personnes sont sinistrées, soit 169 ménages. 169 personnes sont déplacées, soit 43 ménages, transférés vers des sites d'hébergement pour sinistrés, tandis que 120 personnes ont rejoint des proches ou hébergés par leur voisinage. 13 habitations sont inondées, 2 partiellement endommagées et 24 maisons totalement détruites. Toujours dans cette page sociale, parlons transport et circulation. Les taxis bicyclettes font partie des usagers de la route et comme tous les autres, ils sont passibles de sanctions en cas d'infraction au code de la route. Des mesures seront ainsi prises à l'encontre des taxis bicyclettes qui ne respectent pas la réglementation à compter de maintenant, a déclaré le directeur général adjoint de la police nationale et ce dans l'intérêt de l'ensemble des usagers de la route. Reportage de Felnara Koutoursoul. La police nationale appliquera désormais des sanctions à l'encontre des taxis bicyclettes qui enfreignent les règles et ne respectent pas le code de la route. Le transport de marchandises et de passagers au-delà des limites des charges autorisées est formellement interdit. Par ailleurs, il leur est interdit de circuler dans la capitale. La police nationale a appelé tous les usagers de la route sans exception à respecter le code de la route. Les agents de la police de la circulation, dont les contrôles avaient été suspendus depuis le mois de décembre 2025, sont toutefois de nouveau autorisés à verbaliser et à prendre des mesures à l'encontre des contrevenants. Cela concerne les véhicules, les 2 roues, les bicyclettes, mais également les piétons, selon les explications.
Ce mois de janvier est placé sous le signe de la stabilité et de la paix. Il marque le début de l'année 2026 pour les fidèles musulmans. L'Association des musulmans Malagasy appelle l'ensemble des croyants au calme et à la sérénité. Ce début d'année est un moment de réflexion visant à améliorer l'avenir et à définir des objectifs pour l'année tout entière. Ainsi, de nombreux projets sont prévus par l'association pour cette nouvelle année 2026 selon l'entretien accordé par celle-ci. Rappelons que la communauté musulmane Madagascar compte plus de 3% de la population malagasy, soit plus de 1,2 million. Ils contribuent au développement social et économique du pays et tiennent souvent des actions sociales régulières au profit des plus vulnérables. Dans l'actualité sportive de ce soir, les équipes du Nigeria et de l'Égypte se sont également qualifiées pour les quarts de finale après avoir disputé les matchs des huitièmes de finale hier dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations au CAN 2025 de football qui se déroule au Maroc. À l'issue de leur rencontre, le Nigeria a signé une victoire nette face au Mozambique, tandis que l'Égypte a dû batailler pour revenir à bout de Bénin. Anzara Zanarville. Le premier match des huitièmes de finale disputé hier opposait l'Égypte en maillot. Le second match des huitièmes de finale disputé hier opposait le Nigeria en vert au Mozambique en blanc. Dès le coup d'envoi, la domination des Super Eagles du Nigeria était évidente. Après à peine une minute de jeu, une belle offensive nigérienne s'est conclue par un but d'Ousmane, finalement refusé pour hors-jeu. Les attaques nigériennes se sont poursuivies sans relâche. À la 20e minute, une belle combinaison collective a permis à Yobi de servir à Akor Adams, qui a ensuite offert le ballon à Ademola Lookman pour l'ouverture du score. 1-0 pour les Super Eagles. 4 minutes plus tard, sur le côté gauche du terrain, Lookman a délivré un centre repris facilement par Osimhen, portant le score de 2-0, résultat à la pause. En seconde période, la domination nigérienne s'est confirmée. Dès les premières minutes, Lookman s'est à nouveau illustré en pénétrant dans la surface et en offrant une passe décisive à Osimhen, auteur de 3-0. La rencontre s'est déroulée à sens unique, le Mozambique étant totalement dépassé. À la 74e minute, Akor Adams a encore inscrit son but, fixant le score de 4-0 en faveur du Nigeria, qui se qualifie ainsi pour les quarts de finale. En quart de finale, le Nigeria affrontera le vainqueur du match entre la RD Congo et l'Algérie, tandis que l'Égypte sera opposée au gagnant de la rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les deux derniers matchs des huitièmes de finale se déroulent ce soir, la rencontre Algérie-RD Congo, et à 22h, la Côte d'Ivoire affrontera le Burkina Faso. Dans les actualités internationales de ce soir, 2 jours après sa spectaculaire capture par les forces américaines, le président vénézuélien Nicolás Maduro a comparé hier lundi devant un tribunal de New York. Le dirigeant déchu a plaidé non coupable au chef d'accusation retenu contre lui par la justice américaine, principalement pour trafic de drogue, et a affirmé être un prisonnier de guerre. France 24. Extrait à l'aube de sa cellule, c'est dans un hélicoptère du ministère de la Justice que Nicolás Maduro rejoint Manhattan. Les mains entravées, l'ancien homme fort du Venezuela descend avec difficulté de l'appareil. Il devance son épouse, elle aussi poursuivie. Le président déchu d'une puissance étrangère et sa femme, escortés par les hommes de l'agence antidrogue. Une démonstration de force probablement calculée qui sonne comme un avertissement aux adversaires de l'Amérique. Le convoi traverse ensuite le sud de Manhattan, suivi par les hélicoptères des télévisions américaines, avant de s'engouffrer dans le tribunal. Devant l'édifice, le face-à-face est tendu entre les opposants au président déchu et les manifestants qui dénoncent l'intervention américaine au Venezuela. À l'intérieur, les débats sont menés par un juge très expérimenté, Alvin Hellerstein, 92 ans, un habitué des grandes affaires médiatiques. Il signifie à Nicolás Maduro sa mise en accusation pour narcoterrorisme, trafic de drogue et possession d'armes. Celui-ci choisit de plaider non coupable. Je suis innocent, je suis un homme honnête et je suis toujours président de mon pays. Devant la cour, son avocat a contesté la légalité de son arrestation et mis en avant l'immunité de chef d'État dont il peut bénéficier. Une longue bataille judiciaire s'annonce, mais Donald Trump se dit confiant. Le juge est très respecté, on va voir comment il s'en sort. Et l'affaire est infaillible.
La prochaine audience aura lieu en mars. D'ici là, Nicolás Maduro restera en prison. S'il est condamné, il encourt une peine à perpétuité. Et le président colombien Gustavo Petro, ancien guerrier, a déclaré qu'il est prêt à reprendre les armes en réponse aux menaces de son homologue américain Donald Trump sur fond de tensions croissantes entre les deux pays après l'opération militaire américaine au Venezuela. France 24. C'est un texte vieux de 2 siècles, ressorti des tiroirs par Donald Trump pour justifier l'enlèvement de Nicolás Maduro. Selon la doctrine Monroe, les Amériques, toutes les Amériques sont la chasse gardée des États-Unis. Restaurer la suprématie de son pays sur tout le continent américain par tous les moyens, cette vision impérialiste semble à nouveau à l'ordre du jour à Washington. Et elle n'est pas du goût de plusieurs pays latino-américains, à commencer par le voisin mexicain. Le Mexique affirme avec conviction que l'Amérique n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance. Le continent américain appartient au peuple de chacun des pays qui le composent. Le Mexique, qui, comme la Colombie, est aujourd'hui directement menacé par la Maison-Blanche. À Bogota, le président Gustavo Petro s'offusque et accuse Donald Trump de ne disposer d'aucune base légale pour justifier l'enlèvement du président vénézuélien. Il se dit désormais prêt à aller encore plus loin. J'avais juré de ne plus toucher à une arme depuis l'accord de paix de 1989, mais pour la patrie, je reprendrai les armes. Également dans le viseur des États-Unis, Cuba. Depuis la fin des années 90 et l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, l'île communiste entretient d'étroites relations avec le Venezuela. Sur place, 2 jours de deuil national ont été décrétés en hommage aux 32 Cubains de la garde rapprochée de Nicolás Maduro, tués, selon la Havane, dans l'opération militaire américaine. L'Italie se prépare pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui s'annonce comme une vitrine mondiale pour la péninsule. L'événement est organisé sur 4 régions italiennes. À moins de 2 mois de l'arrivée de la flamme olympique, les organisateurs font face à de sérieux défis et des critiques émergent vis-à-vis de l'impact sur le territoire. France 24. Dans le nord de l'Italie, la ville de Cortina d'Ampezzo est en effervescence. Nichée au cœur des Dolomites, cette station alpine accueillera une partie des compétitions des prochains Jeux olympiques d'hiver. Pour les responsables de la construction des infrastructures, c'est une course contre la montre pour réussir à finaliser les travaux avant le coup d'envoi. D'ici fin janvier, tout sera prêt. On va respecter les délais. Ce sera exceptionnel. Notre mission est de réaliser 98 infrastructures. On laissera en héritage pour l'avenir du territoire 51 ouvrages et 47 infrastructures sportives, dont 31 qui serviront lors des JO. Malgré l'enthousiasme affiché, les défis de ces JO sont nombreux et les critiques se font entendre. À l'entrée de la ville, l'un des symboles des controverses, la piste de bobsleigh. Pour sa construction, des centaines d'arbres ont été abattus. Luigi Casanova dirige une association écologiste qui dénonce la bétonisation massive d'une zone riche en biodiversité alpine. Regardez, là-bas on voit le tracé de la nouvelle piste. Ces zones abritaient en fait 500 mélèzes. C'était une grande forêt d'arbres antiques, des mélèzes âgés de 150 à 200 ans. Ils ont tous été abattus. Un sacrilège. C'était des arbres monumentaux. Et aujourd'hui, on a perdu ce grand patrimoine. Pour accueillir les JO, près de 60 hectares de sol ont été aménagés. Une transformation souvent irréversible qui fragilise la montagne. L'été dernier, dans ce chantier d'une télécabine, un glissement de terrain a créé une fissure de 15 mètres dans le sol. La faille est là-bas au fond. Nous sommes sur une zone de glissement de terrain, une zone historiquement très fragile du point de vue géologique. C'est un terrain de pierre karstique typique des Dolomites, une zone d'éboulement dans laquelle nous savons que le terrain se déplace vers la vallée d'environ 2 cm chaque année. Autre inquiétude, l'argent, car là où les milliards circulent, la mafia n'est jamais loin. Pierre Mario Fopp fait partie d'une association anti-mafia qui réclame plus de transparence sur les coûts de ces jeux.
Il existe un risque d'infiltration de la criminalité organisée, en particulier dans les sous-traitances. Ces infiltrations passent par des sociétés qui, sur le papier, sont parfaitement en règle, mais qui, lorsqu'on creuse et qu'on regarde ce qu'il y a derrière, peuvent en réalité être gérées par des hommes de paille. Des tentatives d'infiltration bien réelles. En 2025, plus de 40 entreprises liées à différentes mafias italiennes ont été écartées des chantiers des Jeux Olympiques. Les groupes criminels les plus intéressés ont été la Camorra et la 'Ndrangheta, et dans une moindre mesure la mafia sicilienne et la mafia foggiana. On parle dans la plupart des cas de petites entreprises qui fournissaient du matériel pour le BTP et du personnel. Le préfet Paolo Canaparo dirige une task force spéciale du ministère de l'Intérieur. Une soixantaine d'agents spécialisés mènent des contrôles anti-mafia sur l'ensemble des entreprises impliquées dans les chantiers olympiques. 6 000 entreprises ont été contrôlées. Nous avons fait des contrôles anti-mafia sur toutes les entreprises, quelle que soit l'ampleur du contrat. On analyse les profits des dirigeants, l'organigramme, mais aussi les rapports commerciaux et les rapports avec leurs propres fournisseurs. Des contrôles appelés à se poursuivre bien après la fin des Jeux, puisque les chantiers financés par les fonds olympiques devraient se prolonger jusqu'en 2033 pour permettre la transformation des sites et la réalisation d'infrastructures routières. Mais pour ces activistes, c'est toute la logique de ces grands chantiers qui pose problème. De nombreuses infrastructures inutiles doivent être réalisées. Ce genre d'événement participe au développement du tourisme de masse en haute montagne. Et on sait bien que cela n'est absolument pas compatible avec la durabilité de ces territoires, ni des personnes qui y vivent. Malgré les critiques, la mairie de Cortina se réjouit des retombées économiques de l'événement sur l'ensemble de la région. Ces JO laisseront un héritage important en infrastructures. Du point de vue économique, pour la région, cela se traduit par une augmentation du PIB grâce aux emplois créés. Dans les 2 années qui suivront les Jeux Olympiques, l'ensemble du secteur hôtelier aura été rénové. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques aura lieu à Milan le 6 février prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.